Voilà, je vais passer la parole à Tite, justement pour parler des traumatismes par rapport à un génocide et finalement de la transmission de cette chose-là de génération en génération. J'aimerais savoir quelque part comment ce traumatisme se transmet. C'est une question très abstraite et que c'est sans doute très différent pour chacun. Mais surtout, j'aimerais savoir si cette souffrance transmise s'arrête à un moment. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir voulu venir partager avec le témoignage l'expression des membres. C'est très courageux de sa part. Alors, comment est-ce que les traumatismes se transmettent? S'agissant du génocide des Tutsis, parce que c'est celui sur lequel je n'ai pas eu besoin de lecture. C'est celui que je vis dans la chair, mais je me suis documenté aussi et je l'ai partagé avec d'autres sur la Shoah et sur le génocide de l'Arménie. En faisant un travail de groupe avec des rescapés Tutsis, nous avons fait un constat incroyable. La plupart d'entre nous n'avaient pas connu de grand-père qui était mort, pas de mort naturelle, mais tué. Ça veut dire que la plupart d'entre nous avaient été éduqués par des mamans, que la plupart d'entre nous avaient grandi orphelins, et que ce qui était mort, on n'en parlait pas. Au Rwanda, à un certain moment, on devait enterrer en cachette. On ne pouvait pas pleurer les morts qui avaient été tués, parce que c'était des ennemis du pays. Ça veut dire que les enfants ne parlaient même pas de la mort de leurs parents. Ça veut dire que c'était des choses à cacher. Ça veut dire que les victimes étaient coupables de leur mort. Et nous vivons là-dedans depuis les années 50. Il y a des Rwandais qui retournaient au Rwanda pour visiter des leurs qui étaient restés. Ils devaient, ce qui était près des frontières, ils devaient arriver la nuit quand les enfants ne les voient pas, ne les entendent pas, et aller tâter les petits corps des enfants pour voir la taille qu'ils avaient. Et les parents disaient, voilà, celui-là, c'est tel, c'est Kalilima, l'autre c'est Mongrefia, l'autre c'est tel. Mais il ne fallait pas que les enfants les voient, parce que s'ils en parlaient, les parents allaient être tués. Ça, c'était le Rwanda démocratique. Ça, c'était le Rwanda que peut-être certains d'entre vous sont allés travailler comme coopérants. Les traumatismes qu'on transmet
En 1996, je suis allé au Rwanda. Je suis allé en 1995, mais pour des courtes durées, pendant mes congés, pour organiser des séminaires, pour travailler, pour faire des consultations. En 1996, 1997, je suis allé pour plus longtemps. J'ai demandé aux enfants rescapés d'expériences traumatisantes qu'ils avaient vécues avant le génocide. Presque tous, c'était la façon dont ils étaient montrés du doigt à l'école. Les enfants Tutsis devaient se lever devant leurs camarades quand on disait qui est Tutsi. Ils devaient se lever. Ils étaient minoritaires, au secondaire surtout, parce que les enfants Tutsis n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et ils écoutaient les commentaires. Les enfants Tutsis étaient moins nombreux parce que les Tutsis étaient égoïstes. Ils n'aimaient pas les enfants. C'est ce que les enfants les demandent aux parents. Il paraît que vous n'aimez pas les enfants. C'est pour ça que nous sommes minoritaires. Qu'est-ce que les parents allaient répondre aux enfants en sachant que ça peut leur coûter la vie? Et avant que je ne retourne au Rwanda, je ne savais pas que cette expérience avait été terriblement traumatique pour beaucoup de Rwandais qui étaient restés au Rwanda. La plupart qui sont ici peuvent en témoigner parce que pendant les récréations, les enfants se faisaient tabasser par leurs camarades parce qu'ils étaient Tutsis. Qui en a parlé quand ils se faisaient tabasser? Personne. Voilà l'expérience qui se transmet. Et peut-être que je vais devoir empêcher, mais je peux donner énormément d'exemples. Parce qu'aujourd'hui, celui qui habite à côté du tueur, qui sait que c'est lui qui a arraché le bébé sur le dos de sa maman et qui a balancé au mur, et qui revient, qui habite à côté. Qu'est-ce qu'il peut en dire? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait dans la tête? Qu'est-ce que ça fait dans les cœurs? Qu'est-ce que ça donne comme peur dans le ventre? Comment est-ce que ça peut faire grandir un enfant? Et ça, ce n'est pas exagéré, ce que je dis. Merci. Juste une petite chose. Janine Altounian, qui est une essayiste, dit dans un de ses ouvrages que finalement, mettre en mots, c'est mettre en terre. C'est une façon de renouer avec ce deuil impossible à faire. Est-ce que selon vous, le travail que Karima a fait en réalisant ce film, c'est une partie de travail que sa fille ne devra pas faire? Parce que souvent, les personnes qui ont vécu le génocide sont dans la capacité d'en parler. Et donc, ce sont les enfants ou les petits-enfants qui doivent faire le travail pour... qui doivent le faire. Voilà, qui le font pour eux. Donc, est-ce que ça va peut-être lui faciliter tout un pan, je vais utiliser des termes que je ne connais pas bien, que je ne maîtrise pas bien, mais de sa vie psychique. Voilà. En fait, la parole aimable donne la parole à Inès. Parce que la parole aimable libère celle d'Inès. Les questions qu'il a posées, les réponses qu'elle a reçues vont l'aider à en poser d'autres et à chercher elle-même pour aller plus loin. D'exemple aussi, comme ce qu'a fait Emma, c'est au Rwanda, nous devons enterrer les nôtres, parce qu'on ne sait pas où ils sont morts,
où, par qui, etc. On recherche les autres, les tueurs, quand ils veulent bien. Ce n'est pas toujours. Quand ils veulent bien, quand il y en a quand même qui, d'un coup, à travers une petite conscience, ils acceptent d'indiquer l'endroit où on les a jetés. Et on les enterre, et les rescapés tiennent à ce geste qui, comme toute réaction négationniste, il y a une expression qui se répand au Rwanda, que les Tutsis aiment les os comme les chiens. Mais ces os que nous on enterre, c'est les nôtres qu'on enterre. On sait où les enterrer, on sait où ils sont, on sait où on peut se mettre pour leur parler. Parce que chez nous, effectivement, là où quelqu'un se repose, on peut y aller, on peut lui parler, il peut nous parler. On n'en avait pas peur. On n'en avait pas peur. Et je pense que ce geste de jeter dans les rivières, de jeter dans les latrines, de jeter dans les fosses communes, un geste comme celui-là, qui a été fait par les Rwandais. Ils savaient qu'il provoquait une souffrance très très difficile à remonter. Et c'est pour ça qu'effectivement, chaque fois qu'on découvre les autres, on les accompagne. On leur donne tout le respect qu'on donne à l'autre. Et on les fait se reposer là où on peut aussi s'asseoir et leur parler. Ça c'est aussi effectivement mettre des mots. Pouvoir mettre des mots sur des réalités qui nous dépassent, dont on ne trouve pas des expressions en fait. Mais c'est vrai que ça fait mal, ça fait souffrir. J'ai accompagné un enfant ici de 16 ans qui n'avait pas connu son père, qui est parti à la terre au Rwanda. C'est très très difficile de montrer à un enfant des os. Encore pire, qui doivent les laver en disant voilà, c'est mon père, c'est mon grand-père, je sais où je le mets, je sais où je l'accompagne. Ça libère, ça facilite les pleurs. On peut effectivement pleurer, on se sent mal, mais